Bien, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre invitation et je vais vous ramener dans un monde bien réel par rapport aux discussions sur le plan éthique que soulèvent, comme toujours, les progrès technologiques et tout particulièrement, vous m'avez demandé de vous parler des questions éthiques soulevées par les progrès de la génétique et je vais essayer pour cela d'utiliser un certain nombre de discussions et de rapports qui ont été travaillés, soit au sein du Comité consultatif national d'éthique, et vous pouvez trouver en ligne maintenant l'avis 124, qui est sur les récents développements de la génétique, soit au niveau du Comité international de bioéthique de l'UNESCO, et cette année, le comité a travaillé sur la mise à jour de ces recommandations concernant la Déclaration universelle du génome et des droits de l'homme, et tout particulièrement sur les articles 15, 14 et 15, et vous pourrez aussi trouver sur le site de l'UNESCO les travaux du comité, et puis les travaux du comité d'éthique de l'INSERM, qui, eux, ont porté sur des applications plus directement liées à la recherche. Et donc, je commence par déclarer ces liens d'intérêt tout en indiquant que je n'ai pas de conflit d'intérêt, mais il n'y a pas d'expert sans lien d'intérêt. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de l'éthique de la recherche biomédicale? Il y a beaucoup de façons, et en hommage au professeur Berbiche, beaucoup de façons d'entendre le mot éthique. Si nous avons un peu de temps, j'y reviendrai à la fin de l'exposé, mais dans le domaine de la recherche biomédicale et pour le comité d'éthique de l'INSERM, la référence à laquelle je souhaite appeler est celle de Paul Ricoeur, qui place la question de la liberté au centre de toute discussion éthique. Et Paul Ricoeur nous dit que dans l'agir, et qu'y a-t-il d'autre dans une recherche biomédicale que d'agir, il existe la liberté de l'un, ma liberté, la liberté de l'autre, et une règle. Nous avons parlé beaucoup aujourd'hui, dans le domaine de la santé publique, par exemple, de loi. Ce sont des règles qui vont organiser l'interaction de ces libertés. Et Paul Ricoeur propose cette définition forte. J'entre en éthique quant à l'affirmation par soi, c'est-à-dire pour moi, de la liberté. J'ajoute la volonté que la liberté de l'autre soit. C'est-à-dire, ce n'est pas une conception de la liberté où je peux faire tout ce que je veux tant que ça ne gêne pas les autres. C'est une conception de la liberté inclusive dans laquelle toute action comportant ma liberté, et la liberté de recherche est l'une des libertés fondamentales reconnues dans les différentes constitutions des pays démocratiques, à l'affirmation de cette liberté, je dois ajouter la liberté de l'autre. Et la conséquence dans des institutions, c'est la visée de la vie bonne, on y reviendra tout à l'heure, avec et pour les autres dans des institutions justes. Et là, Paul Ricoeur sépare la réflexion éthique, qui est toujours une réflexion ouverte, sur les tensions, et nous allons essayer d'en voir quelques-unes, que la connaissance peut animer dans le champ de la recherche biomédicale, et puis le développement normatif, c'est-à-dire après Jérémy Bentham, la notion de déontologie, et le fait que sans arrêt, particulièrement pour un chercheur et particulièrement pour un médecin, nous sommes à la fois dans une réflexion et une interaction ouverte et dans une évaluation de la distance que nous sommes capables de mettre à la norme et l'évolution au fur et à mesure de cette norme. Dans le domaine de l'éthique, un des principes, c'est l'évolution de la norme. Alors vous me direz, pourquoi dans une assemblée comme l'Académie royale, une assemblée de savants, une assemblée de personnes, on l'a entendu ce matin, animées par des principes d'intégrité et des principes de service de la collectivité, pourquoi faut-il revenir sur ces questions de l'interaction des libertés? Eh bien parce que l'histoire de la science moderne nous montre à quel point la liberté doit toujours être réinterrogée et comment la recherche biomédicale nous amène toujours à certaines limites. Évidemment, notre grande référence dans le domaine de la physiologie, c'est Claude Bernard, qui, dès le début, avec l'introduction de la médecine expérimentale, nous dit « Le principe de la moralité médicale, ou chirurgicale, consiste à ne jamais pratiquer sur un homme une expérience qui ne pourrait que lui être nuisible, même si c'est au profit de la connaissance
c'est-à-dire de la science, c'est-à-dire éventuellement de la santé des autres. Alors pourquoi faut-il se rappeler cela? Eh bien parce que notre histoire récente est jalonnée de drames. Louis Pasteur, notre grand Louis Pasteur, écrit en 1884 à l'empereur Pedro II du Brésil, pour lui demander tout benoîtement et explicitement de mettre à sa disposition des condamnés à mort pour tester le vaccin contre la rage ou pour tester des médicaments contre le choléra, avec, propose-t-il au souverain, le fait de les gracier s'ils survivent à l'expérimentation. Charles Nicolle, un des élèves de Pasteur, dira « La passion du savant avait égaré l'éthique de l'homme ». Pourquoi faut-il se rappeler des drames? Eh bien parce que l'eugénisme a sévi, il a sévi largement avant la Deuxième Guerre mondiale, et pour balayer devant notre porte de grands savants français, prix Nobel de médecine, Charles Richet par exemple, le découvreur de l'anaphylaxie, Alexis Carrel, un des grands chirurgiens inventeurs des sutures vasculaires, ont commis, il n'y a pas d'autre mot, des ouvrages comme Sélection humaine ou L'homme c'est inconnu, dans lesquels ils tiennent des propos sur l'élimination des races inférieures ou l'élimination des anormaux qui sont aujourd'hui à lire en pleurant. Et par un curieux hasard de l'histoire, la notion même de consentement libre et éclairé est apparue à Nuremberg, là où allaient se tenir les procès des médecins nazis, mais en 1931, c'est-à-dire à une période encore démocratique de l'Allemagne. Alors ce tableau est un peu compliqué, mais il est juste là pour vous rappeler qu'il y a trois grandes périodes dans l'élaboration de normes internationales sur le plan de la bioéthique de la recherche biomédicale. Bien sûr, ce qui sort après le code de Nuremberg, après le procès des médecins nazis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver dans ces trois étapes, le procès de Nuremberg, le développement de la charte d'Helsinki par l'Association médicale mondiale, puis le rapport Belmont en 1978 aux États-Unis, le développement du fait que les principes de la recherche biomédicale doivent s'articuler autour des principes d'autonomie, des principes de bienfaisance, non-malfaisance et des principes de justice, avec une certaine évolution sur cette notion de justice qui, à Nuremberg, est une justice pour la société et qui, au fur et à mesure, va devenir une justice plus droit de l'homiste, c'est-à-dire qui concerne la capacité de respect de la personne. Et au fil de cela, on a malheureusement une série de crimes, les crimes des médecins nazis, inutile d'y revenir, mais également le rapport Belmont révèle un certain nombre de conduites criminelles qui se sont déroulées, soit vis-à-vis de populations noires, soit vis-à-vis d'enfants avec un retard mental. Alors ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'il n'y a pas les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Il y a une société qui est complexe, avec des enjeux multiples, et les instances de gouvernance ou les instances de régulation sont là pour prendre en considération ces différents enjeux, et essayer de les articuler les uns aux autres de telle façon à ce que nous puissions vivre ensemble. Et la discussion éthique, elle va justement s'inscrire dans les différentes tensions que je vais essayer de vous illustrer dans le domaine de la génétique au fur et à mesure. Dans cela, que peut faire un comité d'éthique institutionnelle comme celui de l'INSERM, qui est l'Institut national de la recherche en santé en France? Eh bien, d'animer une réflexion au sein de la communauté scientifique afin, on l'a déjà entendu à plusieurs reprises au cours de la journée, d'anticiper et de mettre en place non pas des codes, mais des guides de bonne pratique qui permettent à chacun de se positionner. Et dans cet ensemble, anticipation, sensibilisation, il y a aussi le rôle du scientifique de venir apporter sa connaissance en toute humilité, parce que cette connaissance, elle est restreinte, elle est limitée. Le fait que chaque jour nous prenions connaissance dans nos journaux scientifiques de multiples découvertes prouve à quel point notre ignorance est immense, sauf que nous ignorons l'immensité de notre ignorance. Et donc, il est important de contribuer au débat public et à travers les travaux du groupe,
J'ai mentionné ici quelques-uns des sujets déjà abordés et vous pouvez, sur le site de l'INSERM et la page du comité d'éthique, retrouver des notes qui portent soit sur la recherche sur l'embryon, soit sur différents aspects, y compris la recherche animale, ou y compris un certain nombre de codes de bonne conduite par rapport à des financements de la recherche. Et nous reviendrons tout à l'heure sur les techniques d'ingénierie du génome CRISPR-Cas9. Alors pourquoi la génétique? Et pourquoi des questions nouvelles, éthiques, dans le domaine de la génétique? Eh bien parce que, vous le savez tous, nous avons connu au cours des 20 dernières années, on pourrait dire en fait que tout a commencé au Congrès américain le lendemain où Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune. Il fallait qu'il y ait une nouvelle frontière et des pionniers de la génétique, Leroy Hood, James Watson, sont allés au Congrès américain et ont dit voilà, la prochaine frontière, c'est le génome humain. Et en découvrant le génome humain, nous lirons le grand livre de la vie et nous guérirons le cancer. C'était en 1970, il prévoyait que le génome humain serait décodé pour 2040. Bien, les technologies ont explosé. En quelques années, vous avez là en parallèle la diminution des prix du séquençage, l'augmentation de la vitesse de séquençage. Aujourd'hui, on peut avoir une lecture des 22 000 gènes d'un génome humain en quelques heures et pour quelques milliers d'euros. À partir de là, cette révolution technologique va nous amener un certain nombre de questions que nous avons regardées. Il faut voir aussi que sans le développement des outils informatiques, et en particulier de la bioinformatique, ce n'aurait pas été possible. Alors donc, il y a d'un côté les acquisitions de données qui se sont multipliées, qui ont grandi, et de l'autre côté, les interventions possibles, et on y viendra au fur et à mesure. Alors, parmi les grandes questions qui se posent, je vous propose 3 têtes de chapitre. L'un, c'est les enjeux économiques. Quand je parle d'enjeux économiques, il faut toujours voir les deux côtés de la pièce. On a entendu la question du coût de la santé, mais aujourd'hui, les sciences de la vie, c'est surtout une richesse. Quand vous pensez que dans les pays développés, c'est déjà le cas aux États-Unis, c'est le cas dans beaucoup de pays européens, 20% du produit intérieur brut est consacré aux questions qui tournent autour de la santé. Eh bien, vous voyez que ça peut être un coût faramineux, mais ça peut être aussi une source de richesse énorme. Et puis, la question de ces développements technologiques, c'est le fait de savoir s'il faut toujours utiliser la dernière technique possible et si on n'est pas entraîné dans des questions d'ivresse technologique. La deuxième question que j'aimerais poser, c'est celle de la valeur prédictive réelle ou fantasmée. La troisième, c'est la limite de plus en plus difficile à faire entre l'intervention thérapeutique, celle que nous nommons médicale, et puis des interventions de plus en plus à but sociétal, c'est-à-dire qui ne relèvent pas directement d'une pathologie. Et puis je vous ai mis ce petit cartoon qui, sur le panel de gauche, est un timbre réel que la Poste anglaise a publié lors de l'achèvement du séquençage du génome humain. Je vous avais dit 2040 dans les prévisions les plus optimistes de Wood et Watson. En fait, ce génome humain a été achevé dans les années 2000. La question était de savoir si la médecine du futur, c'était cette espèce de génomancie, c'est-à-dire où, dans ce grand livre de l'ADN, le médecin nouveau allait lire l'avenir des personnes. La réponse est bien sûr non. Un gène code pour une protéine et pas pour un destin. Le danger aujourd'hui, et c'est le neurologue et neurobiologiste qui vous parle, c'est de passer de la génomancie à la neuromancie, c'est-à-dire de vouloir croire que dans l'imagerie cérébrale en particulier, on pourrait lire le même destin. Et je pense qu'on pourrait refaire une conférence sur l'éthique des neurosciences, un peu parallèle à celle que je vous propose aujourd'hui, mais peut-être, si vous y consentez, ça sera pour une prochaine fois. Alors, par rapport au principe que j'ai énoncé tout à l'heure, autonomie, bienfaisance, non-malfaisance, justice, en quoi l'accélération des connaissances sur le génome pose problème? Eh bien, ça pose déjà problème sur cette question fondamentale qui est au centre et à la base de la recherche biomédicale, en particulier concernant la personne humaine, qui est celle du consentement libre et éclairé.
Est-ce qu'il est encore possible d'avoir un consentement libre et éclairé à l'heure du big data, à l'heure des interconnexions, à l'heure des tests génétiques en accès libre sur Internet, à l'heure de la médecine personnalisée? Qu'est-ce que j'entends par là? Si vous avez des tests en libre accès possibles sur Internet, et de nombreuses sociétés en font la promotion, bien sûr aux États-Unis, mais aussi dans des pays européens, par exemple en Belgique, en France c'est quelque chose d'interdit, mais dans des pays limitrophes c'est très facile, l'ADN est une molécule très stable et elle voyage facilement, eh bien vous pouvez avoir accès à un certain nombre d'informations sur vous-même, mais aussi sur des proches. Par exemple, savoir si votre enfant ou l'enfant du voisin est vraiment du père ou de la mère génétique qu'il pense être. Quel est le risque pour la vie privée? Quel est le risque de stigmatisation par rapport à une normativité rampante? Quel est le devenir d'un conseil génétique? Eh bien, juste pour vous illustrer l'ampleur du problème, je vous montre comment, par rapport à un institut comme l'INSERM ou par rapport à des tests qu'on peut faire à l'hôpital, dans le cadre de recherche parfaitement encadré, il est difficile de donner une information sur un test génétique. La question fondamentale, c'est celle de la nature de l'information. Est-ce que l'information issue du test génétique va induire une information sur une question de santé, faite de devenir ou non malade, ou sur un mode de vie, une aptitude, par exemple, c'est fait aujourd'hui dans certains collèges américains sur le fait d'avoir une aptitude à tel ou tel sport, un sport d'endurance ou au contraire un sport d'activité plus brutale comme le sprint. Est-ce que l'information va renseigner sur la probabilité d'apparition d'un phénotype? Si on vous dit que vous avez un risque 100 fois plus élevé de développer une maladie, vous allez être parfaitement effrayé. Sauf que si cette maladie ne survient qu'une fois sur 1 million, chez un individu sur 1 million, vous passez à un risque de développer la maladie une fois sur 10 000, ce qui reste un risque très faible. C'est l'éducation à la notion de facteur de risque, une éducation qui est très importante car vous pouvez avoir des modifications d'un gène qui peuvent entraîner un risque plus important, mais ce n'est pas parce que ce risque est plus important et que vous n'avez pas ce variant que vous n'aurez pas la maladie. On y reviendra tout à l'heure sur la question du cancer du sein. La question de la probabilité du moment, ce n'est pas la même chose si, la révélation de la modification génétique provoque une maladie dans l'année qui vient ou d'ici 30 ou 40 ans. Ce n'est pas la même chose si elle vous indique que vous allez développer une maladie d'Alzheimer ou si elle vous indique que vous allez devenir chauve. Donc la gravité du trouble. Enfin, essentielle, la possibilité ou non d'une prévention et d'une thérapeutique. Révéler aujourd'hui une maladie neurodégénérative de révélation tardive sans aucun traitement ni préventif ni curatif est quelque chose qui est évidemment questionnable. Et évidemment, la fiabilité de la technique, on a vu une illustration dans l'exposé précédent, et la validité scientifique du travail qui est en cours. Donc vous voyez qu'on a de nombreuses questions et je vous mets au défi avec les compagnies qui vendent des tests en libre accès sur Internet de voir la moindre information de ce type pour les personnes qui se livrent à ces titres, alors qu'elles demandent un consentement et un consentement même à créer des bases de données qui alimentent leurs propres recherches vendues à prix d'or. Alors les questionnements, ils ne s'arrêtent pas là, parce que quand on fait aujourd'hui de la génétique à haut débit, et pour vous donner juste une idée de l'ampleur, dans des centres anti-cancer comme l'Institut Gustave Roussy ou l'Institut Curie, ce sont plusieurs milliers d'exomes, c'est-à-dire de séquençage complet du génome, plusieurs milliers, qui sont pratiqués maintenant chaque année, parce que ça coûte moins cher de faire le séquençage complet que de chercher un après l'autre différents gènes dont l'altération peut être susceptible de provoquer un cancer. Eh bien, évidemment, quand on fait ce séquençage complet de l'exome, on va tomber sur beaucoup plus de questions souvent que de réponses. Par exemple, on va tomber sur des mutations qui existent, ou des variations du génome qui existent dans des régions qui ne sont pas connues pour être liées à la maladie.
on sait par exemple qu'une mutation dans P53, si elle est dans la région où cette protéine interagit avec l'ADN, est associée à une perte du contrôle du cycle cellulaire et donc fréquente dans de nombreux cancers à un stade évolué. Mais qu'en est-il si cette mutation atteint une extrémité de la protéine? S'agit-il d'une modification modificatrice? S'agit-il d'une modification sans importante? On parle de modification passagère. Ou s'agit-il simplement de notre ignorance sur le rôle de ces modifications? Et puis il y a ce qu'on appelle les découvertes inattendues, ou découvertes fortuites, ou incidentalomes. On peut vous faire ce séquençage d'exomes pour rechercher un gène de susceptibilité à un cancer et éventuellement découvrir un gène de susceptibilité à un trouble du rythme cardiaque. On peut d'ailleurs vous faire sourire en illustrant l'histoire qui est que Leroy Hood, le même que tout à l'heure, un des pères de cette révolution génétique, a voulu savoir s'il y avait des gènes de prédisposition à la très grande longévité. La très grande longévité, c'est les supercentenaires, c'est-à-dire des gens qui vivent jusqu'à 110 ans. Il a donc fait une série d'une vingtaine de supercentenaires autour de 110 ans en comparaison d'une centaine de centenaires. Et non seulement ils n'ont rien trouvé de particulier dans le génome des supercentenaires, mais l'une des supercentenaires, qui n'avait que 109 ans, avait un gène qu'on appelle QT long, qui est un gène d'arythmie, qui, si elle avait été diagnostiquée plus tôt, l'aurait amenée à être prise en charge en urgence pour essayer de lui poser un pacemaker pour lutter contre cette arythmie à laquelle elle avait manifestement survécu jusqu'à 109 ans. Alors ça pose la question que je vous ai mis là, faut-il dire ou faut-il ne pas dire? Alors, quand il y a une intervention comme ça, et même si là on a une histoire de chasse, il est probable qu'il faut mieux intervenir sur un QT long. C'est la position du Collège des généticiens américains. Pour les Européens et pour la commission d'éthique du président Obama, la question se pose et il vaut beaucoup mieux anticiper les choses une fois de plus et poser la question aux patients et dire avant toute analyse génétique, eh bien, si nous trouvons quelque chose d'inattendu, premièrement, voulez-vous qu'on regarde ou voulez-vous que nous ne regardions que les gènes qui concernent votre maladie? Deuxièmement, si nous regardons, voulez-vous qu'on vous le dise ou voulez-vous que votre médecin soit averti et vous le dise? Voulez-vous qu'on vous le dise uniquement s'il y a quelque chose à faire ou voulez-vous qu'on vous le dise dans tous les cas? Bref, tout un nouveau processus à élaborer d'anticipation et de participation des patients à cette nouvelle méthode d'analyse. Donc la question qui se pose, elle est renouvelée par rapport à cette question du consentement. Et on peut même se poser aujourd'hui dans le domaine de la recherche sur le fait qu'on est réellement capable d'informer les gens du consentement, parce que aujourd'hui, on est capable, à partir des bases de données qui sont créées avec des patients, par exemple dans les centres anti-cancer, je vous ai parlé de Villejuif, Gustave Roussy, il y a déjà 7000 exomes qui ont été faits. Est-ce qu'on est capable de dire aux gens tous les types de recherches qui pourraient être faits sur les séquences qui sont obtenues? Quand on obtient un échantillon, il devient non pas une personne, mais un échantillon d'une étude. Et on ne va pas reprélever les gens à chaque fois qu'il s'agit de faire une nouvelle recherche ou une nouvelle étude. Donc, il faut évoluer vers un consentement plus large, mais dans ce consentement plus large, à part informer les gens qu'ils vont participer à une recherche, nous ne sommes pas capables de les informer précisément du type de recherche qu'ils vont faire. Donc, il faut probablement inventer un processus qui informe les gens au fur et à mesure que la recherche est faite, non pas à titre individuel, mais globalement en permettant aux gens de suivre les travaux de nos instituts. Et là, ça montre aussi une limite qui est que vous savez que les séquences d'ADN sont identifiantes. Vous voyez tous les séries télévisées, policières, qui reconnaissent tel ou tel coupable sur une séquence d'ADN. Eh bien, quand on met ces échantillons dans nos biobanques et qu'on dit qu'on les anonymise, est-ce que nous sommes réellement capables de les anonymiser? Et si nous les anonymisons complètement, est-ce que nous sommes capables de revenir au dossier clinique qui nous informera? Je vais y revenir tout à l'heure, c'est la notion de big data. Alors,
ces analyses génétiques, elles nous posent aussi de nouvelles questions par rapport à des champs comme par exemple la procréation médicalement assistée. Et encore une fois, il n'y a pas le bien d'un côté et le mal de l'autre. On est dans des systèmes de tension. Par exemple, nous savons aujourd'hui de mieux en mieux dépister les anomalies chromosomiques, par exemple sur les embryons, lors d'un parcours de procréation médicalement assistée. Et René Friedman étant dans la salle et vous parlant demain, je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur ces notions d'aneuploïdie. Mais on sait qu'aujourd'hui, en fécondation in vitro, sur 100 embryons fécondés au stade zygote, environ 13 permettront une naissance. 90% d'attrition. Et sur ces 90% d'attrition, 50% n'arrivent pas au stade 5 jours, entre le zygote et le 5e jour. La plupart du temps, pour des raisons d'anomalies chromosomiques ou de certaines anomalies génétiques. Et pourtant, nous continuons, par exemple en France, à ne pas rechercher ces anomalies, donc à faire perdre des chances à des couples qui sont en attente d'un enfant, en leur implantant des embryons qui ne vont avoir aucune chance de se développer. Et pourtant, nous continuons à congeler des embryons in vitro qui n'ont aucune chance de se développer à cause de ces aneuploïdies. Vous vous rendez compte que peut-être que 50% des embryons congelés sont des embryons qui ne peuvent de toute façon pas se développer. Est-ce qu'il ne faut pas se lancer dans des recherches et dans une évolution des choses? La question du diagnostic non invasif. Vous savez qu'aujourd'hui, les raffinements des méthodes d'analyse génétique permet très rapidement d'avoir des informations sur les caractéristiques génétiques du fœtus à quelques semaines. Et donc, on est capable de mieux en mieux de dépister des anomalies chromosomiques, comme par exemple la trisomie 21, mieux que ne le font les tests actuels. Mais d'un autre côté, on peut être amené à une dérive vers la notion d'enfant parfait, voire même, dans certains cas, de certaines altérations dont nous ne connaissons pas l'importance. Je vous ai parlé tout à l'heure des variations sur P53, mais qui pourraient amener des parents inquiets ou ayant une perception de tout handicap comme impossible, à les conduire vers un avortement. Donc, nous sommes confrontés à essayer de prévenir un certain nombre de maladies et à le faire de mieux en mieux, et pour le bien de la société et des personnes. Et de l'autre côté, nous sommes avec un certain danger de ne plus supporter aucune différence, aucun handicap, peut-être un nouveau type de génisme. La connaissance soulève systématiquement des questions auxquelles l'ignorance ne pourra jamais répondre. Je vous avais parlé des enjeux économiques. Un des enjeux économiques, c'est la brevetabilité du vivant. On l'a vu avec une querelle célèbre sur les gènes de susceptibilité au cancer du sein liés à des mutations dans les gènes BRCA1, BRCA2. Ça ne représente que 2% des cancers du sein, mais ça a défrayé la chronique encore récemment quand Angelina Jolie a révélé qu'elle appartenait à l'une de ces familles et qu'elle a décidé la chirurgie radicale pour prévenir un cancer du sein ou un cancer de l'ovaire. C'est un consortium international qui a permis la découverte de ces variations et de ces mutations. Et pourtant, c'est une société de biotechnologie américaine qui a pris le brevet et qui a essayé de s'accaparer le monopole du diagnostic. L'Office européen des brevets l'a rejeté, puis la Cour suprême des États-Unis, mais ça pose la question, et aujourd'hui on le voit ressurgir avec la question de querelles de propriété autour de la technologie CRISPR entre les gens de Boston d'un côté, les gens de Berkeley de l'autre, les uns s'accusant mutuellement d'avoir copié ou d'avoir interféré. Est-il encore raisonnable en 2016 de considérer le vivant comme brevetable? Et n'y a-t-il pas d'autre manière de reconnaître le développement économique dans le champ de la santé? Alors le professeur Montagnier a cité la médecine des 4 P. La médecine des 4 P, c'est une médecine qui se veut prédictive, préventive, de précision et participative, et la génétique et la génomique est au centre de cette médecine des 4 P. Et en oncologie aujourd'hui, on fait cette médecine des 4 P parce qu'elle est clairement plus efficace et elle permet de nombreuses avancées dans le domaine des cancers. Même si
la promesse de Hood et Watson qu'avec le génome humain, on allait guérir le cancer, vous vous rendez compte qu'elle n'est pas réalisée. Eh bien, on peut se rendre compte que cette médecine des 4P, elle met en cause clairement l'autonomie de la personne. Clairement, la question de la justice, elle coûte très cher, cette médecine des 4P. Et la question, c'est l'accessibilité par rapport à la possibilité d'avoir un diagnostic complet. Même en France, ce n'est fait que dans des centres très spécialisés, et le coût de ces prises en charge. Et puis, on a déjà parlé de la question de la responsabilisation. Si on imagine que demain, on fasse à la naissance le génome entier d'un enfant et qu'on le mette sur sa carte vitale, c'est la carte de sécurité sociale en France, et qu'on trouve par exemple un gène de prédisposition au développement d'un diabète, et que cet enfant consomme des boissons sucrées ou mange quelques hamburgers dans des chaînes de restauration rapide, est-ce que le système de solidarité continuera à prendre en charge la personne et son entourage, ou est-ce que, sur la base de la participation nécessaire des patients et ayant mis en garde les personnes contre des risques, on considérera que cette personne devait se comporter selon la bonne manière de vivre et qu'elle ne doit plus être prise en charge? Ce sont des questions qui sont soulevées. Alors, la génétique, il ne faut ni la surévaluer ni la sous-évaluer. De nombreuses maladies ont ou sont influencées par des modifications des gènes, mais le gène n'est absolument pas tout. L'environnement vient modifier ces gènes, et l'une des grandes révolutions de la génomique depuis une quinzaine d'années, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, qui montre qu'il n'y a pas de déterminisme génétique, même si un certain nombre de choses est déterminé. Il y a plus d'une... Donc l'ADN, dont on vous a parlé ce matin, mais si vous prenez cette fibre effectivement nanoscopique et que vous la tirez, dans chacune de vos cellules, vous avez un ruban qui fait 1 mètre de long. Dans chacune de vos cellules, dans chacune des centaines de milliards de vos cellules, vous avez 1 mètre d'ADN. Alors pour arriver à ce qu'on s'y retrouve, eh bien, il faut des systèmes d'enroulement, des systèmes de compaction, des systèmes d'organisation. On parle aujourd'hui de l'architecture tridimensionnelle du génome, et ça c'est lié à des protéines et des facteurs qui sont activés ou inhibés en raison de l'environnement. Soit la séquence développementale, vous n'avez pas la même hémoglobine dans votre sang quand vous êtes fœtus et quand vous êtes être vivant, soit en raison d'interactions avec votre environnement. On sait aujourd'hui que cette épigénétique détermine grandement l'expression des gènes. Alors nous avons de plus en plus de moyens d'intervenir sur le génome, à tous les stades. En ce moment, en essai clinique, on a des interventions, par exemple, pour supprimer un des récepteurs du sida, la molécule CCR5, qui est peut-être une des pistes qui va permettre non plus de soigner le sida, mais de guérir le sida. Et je sais que je parle devant l'un des découvreurs du sida dans cette pièce. Eh bien, ces techniques utilisent de l'ingénierie du génome dans des cellules adultes somatiques ciblées. Qu'en est-il de la modification des gamètes ou du zygote? On a dit ce matin qu'il y avait un certain nombre de déclarations ou de conventions internationales. Il y en a une qui est contraignante, qui est la déclaration d'Oviedo, en tout cas pour les nombreux pays qui l'ont signée. Et dans cette déclaration, il est dit que les interventions sur le génome humain ne sont admises que pour des raisons préventives, diagnostiques ou thérapeutiques et sans apporter de modification dans la descendance. Donc la manipulation génétique, ou en tout cas l'ingénierie du génome sur les gamètes et le zygote sont actuellement interdites. Est-ce que c'est quelque chose qui est nécessairement définitif? Je vous ai dit que les questions éthiques étaient toujours des questions évolutives. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il faut beaucoup plus de recherche, et vous avez peut-être entendu parler de l'autorisation qui a été donnée en Grande-Bretagne à un groupe de chercheurs londoniens pour utiliser la technique CRISPR-Cas9, donc d'ingénierie du génome sur des embryons. C'est de la recherche fondamentale. Ce que cherche à faire le groupe du docteur Niakan, c'est comprendre ce que je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi 50%
des zygotes ne vont pas jusqu'au 5e jour et quels sont les gènes dont l'expression est nécessaire ou au contraire peut être délétère à l'évolution des choses. On est dans la recherche fondamentale. Et cette recherche fondamentale, c'est une des libertés fondamentales de l'humain et elle doit être encouragée dans des conditions clairement encadrées, y compris dans les pays, bien sûr, qui autorisent ces recherches. La Grande-Bretagne en fait partie. La France, depuis 2013, autorise les recherches sur l'embryon, à but de recherche fondamentale et qui conduisent des embryons qui ne font plus partie d'un projet parental, c'est-à-dire qui ne pourront jamais donner un enfant, à être utilisés pour le bien de l'espèce humaine dans un contexte de recherche. Alors l'une des choses importantes, c'est de ne pas laisser un seul pays ou un seul groupe, parce qu'il aurait plus de scientifiques ou plus de moyens, participer à la définition des conditions dans lesquelles on pourrait passer de la recherche et de l'évaluation du bénéfice-risque à la question d'une utilisation thérapeutique potentielle. Cette question de la collectivité, c'est un enjeu de l'espèce humaine, c'est un enjeu mondial, il doit être discuté à une échelle mondiale. Et puis, en attendant d'avoir une évaluation claire de ce rapport bénéfice-risque, il est nécessaire de maintenir un certain nombre d'interdictions. Je voudrais en profiter pour dire deux choses. L'une, c'est que pour le bien de la recherche et le bien de la recherche fondamentale, pour le bien du développement de la connaissance, il est très important de dissocier, cette recherche de son application ou des innovations thérapeutiques à tout coup. On a trop cherché ces derniers temps à vendre la recherche biomédicale comme pouvant toujours apporter la solution thérapeutique. Vous voyez que la recherche en génomique apporte une révolution, mais elle n'a pas permis de guérir le cancer. Le deuxième point, c'est que je voudrais attirer votre attention sur une tension éthique qui est peu évoquée souvent par rapport à ces techniques d'ingénierie du génome, et qui est la technologie qu'on appelle le gene drive ou guidage de gènes. C'est une technologie qui, en soi, pourrait permettre d'éradiquer des maladies comme le paludisme ou comme la dengue. On a parlé tout à l'heure des maladies associées à la pauvreté. Le paludisme, c'est 438 000 morts l'an dernier, selon les chiffres de l'OMS, la plupart d'ailleurs en Afrique. La dengue, c'est une maladie qui, dans le sud-est asiatique ou dans l'Amérique centrale, fait des ravages. Et le guidage de gènes, c'est la fusion de CRISPR-Cas9, donc de ces ciseaux moléculaires, avec la possibilité de créer une infertilité chez des insectes, en particulier les moustiques vecteurs du paludisme et de la dengue. Dans un cas, ce sont des anophèles, dans l'autre cas, ce sont des Hadès. Mais ce n'est pas ça le point le plus important. Le plus important, c'est d'essayer d'évaluer qu'est-ce qui se passerait si, au lieu de toucher ces gènes d'infertilité et de les propager, encore faudrait-il démontrer d'ailleurs que cette propagation se maintient, puisqu'il faudrait une vingtaine de générations de moustiques avant une éradication complète, mais 20 générations de moustiques, c'est environ 3 ans, donc très rapide. Eh bien, que se passerait-il si on avait un autre gène qui soit touché? Que se passerait-il si ces gènes d'infertilité pouvaient être transférés sur d'autres espèces d'insectes, par exemple, proches de ces moustiques? Quel serait l'impact sur la biodiversité? Et bien évidemment, si cet impact se fait, il n'aura aucune frontière. On a rarement vu une population entière d'une espèce animale supprimée en un temps aussi bref. Et puis, comme je vous l'ai dit, ces maladies sont dans les pays du Sud et les technologies sont aujourd'hui développées dans les pays du Nord. Il est essentiel que les premiers concernés soient les premiers participants et les premiers décideurs de ces questions. On a eu un succès à Paris il y a quelques semaines avec le GIEC, c'est-à-dire avec une conférence sur le climat. Je crois qu'il est temps de se rendre compte que les possibilités offertes par les biotechnologies et l'impact possible sur l'environnement nécessitent l'équivalent au niveau des sciences de la vie d'un GIEC capable d'expertiser et ensuite de réunions intergouvernementales. Je voudrais conclure
Je suis, comme vous le savez, un neurologue et un scientifique, donc j'ai aucune prétention à être un philosophe, mais quelques points de référence sur les trois grands piliers de la réflexion éthique que sont Aristote, Spinoza et Kant. Pour Aristote, l'éthique, elle est basée sur la visée de la vie bonne. Je vous avais dit que tout à l'heure, j'y reviendrai. Cette visée de la vie bonne, c'est de ne pas souffrir et d'exercer la vertu. Cette notion de ne pas souffrir, elle est au cœur de beaucoup de nos sociétés. Par exemple, en Grande-Bretagne, les lords ont décidé en 2001 qu'on avait le droit de faire des recherches sur l'embryon jusqu'au 14e jour de développement. Pourquoi ? Eh bien parce qu'au 14e jour de développement apparaît sur l'espèce de petite framboise qu'est l'embryon à ce stade, une ligne médiane, quelques cellules qui changent de couleur et de forme, et cette ligne médiane donnera ensuite le système nerveux. La définition du préembryon par rapport à l'embryon pour les Britanniques, c'est la capacité de sentir, donc la capacité de souffrir. Vous voyez que cette notion de la vie bonne et l'importance aristotélicienne du contexte et de l'objectif, la notion de télos, doit nous amener à la prudence qu'il appelle phronésis, qui est la prudence pratique. Après, on a Spinoza qui fait son grand traité d'éthique et qui nous dit que de toute façon, nous n'avons aucun libre arbitre. Nous sommes totalement déterminés. Mais grâce à notre entendement, grâce à notre connaissance, nous sommes capables de prendre connaissance de ces déterminants et donc peut-être d'agir sur ces déterminants. Enfin, Kant s'oppose d'une certaine façon à Aristote en ne visant plus l'objectif, le contexte, mais en partant du principe que nous avons des invariants humains, des impératifs catégoriques. Alors, il n'est nulle question ici de dire que l'un a raison et plus que l'autre, même si on pourrait y voir une certaine chronologie. Je ne crois pas que dans la pensée humaine, surtout philosophique, il y ait une telle chronologie. Je crois que, comme on l'a entendu à plusieurs reprises au cours de la journée, nous devons aujourd'hui être capables d'agir en considérant les trois grands penseurs, c'est-à-dire le contexte, c'est-à-dire les déterminants, et la génétique en fait partie, c'est-à-dire les impératifs catégoriques, les universaux. Avec Michel Foucault, qui est disparu malheureusement en 1984, nous avons appris que la biologie ou la clinique médicale n'est pas un invariant donné. C'est quelque chose qui est toujours contextualisé. Dans Naissance de la clinique, Michel Foucault nous parle de ce moment au XIXe siècle où la médecine bascule entre le temps où le médecin demandait « qu'avez-vous » au moment avec la Laennec, ensuite Bichat, Broca, où le médecin demande « où avez-vous mal ?» Sous-entendu, à partir des symptômes de la sémiologie, je vais chercher à comprendre la cause de votre maladie et à pouvoir la traiter. Michel Foucault nous dit aussi qu'au fur et à mesure des connaissances scientifiques, la médecine s'intéresse de moins en moins à la pathologie et de plus en plus à la physiologie. Donc, on revient à cette question de norme. Qu'est-ce qui définit la norme? Qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui devient pathologique? Le courage de la vérité aujourd'hui, et Michel Foucault, dans tous ses travaux sur le biopouvoir, nous l'a montré, le courage aujourd'hui, c'est de considérer que la biologie fait partie du mouvement social et qu'il n'existe pas de vivant, surtout un vivant humain, hors du contexte social dans lequel il se développe. Il est très important, et pour conclure, je reprendrai la conclusion d'une note que vous pourrez trouver prochainement sur notre site, il est extrêmement important de considérer cette plasticité du vivant, cette épigénétique dont je vous ai parlé, et de considérer que ce que nous sommes, c'est la somme de tout ce que nous avons fait, et cela, ce n'est pas un invariant biologique, même s'il s'appuie sur des déterminants biologiques. Il est essentiel de susciter un débat sur ces questions dans la science, dans la société, car c'est en débattant et en comprenant mieux ces notions de qu'est-ce que c'est qu'un gène, quels sont les facteurs épigénétiques, qu'est-ce que c'est qu'un facteur de risque, quelles sont ces interactions permanentes, à la fois physiques, mais aussi sociales, intellectuelles, culturelles, qui nous permettent d'être ce que nous sommes. Et au bout du compte,
La question aujourd'hui de l'usage que nous voulons faire de la connaissance, c'est un dialogue qui s'instaure entre les scientifiques que nous sommes, quel que soit notre champ disciplinaire, et la société civile, en reconnaissant l'intervention de chacun des porteurs d'intérêt, en n'en niant aucun, en reconnaissant à chacun sa spécificité, dans la possibilité d'élaborer ce que je vous disais au début avec Paul Ricoeur, ta liberté, ma liberté, et pour agir, quelles règles? Merci de votre attention.